Mesdames et messieurs, je vous présente Monsieur Alexandre Le Vionnois. Alors, donc il y avait Monsieur Alexandre Le Vionnois qui nous a fait une conférence extrêmement intéressante. Je lui ai demandé aussitôt s'il était intéressé pour venir à Pontmain pour faire une conférence. Je lui ai dit, moi j'ai besoin de quelqu'un qui fasse une conférence pour apprendre aux gens à réfléchir. Oui, il y a des méthodes pour réfléchir, il y a des méthodes pour discerner. Et donc, il a fait une conférence qui s'appelle « Initiation à la pensée droite ». Pas de droite, mais droite. Et c'est ce qu'il va nous faire aujourd'hui. Exactement. Salut. Alors, merci beaucoup pour cette courte présentation. Alors, je m'appelle Alexandre Le Vionnois et je suis français, probablement comme la plupart des gens qui sont présents ici. Alors, la question qui se pose, c'est lorsqu'on est français, est-ce qu'on pense différemment? Oui. Alors, il y a le oui par la langue, il y a le oui aussi par l'histoire, le oui par la culture et surtout le oui par la philosophie, car c'est là que la pensée se déploie le mieux. Alors, si je devais commencer cette introduction sur le thème qui est l'initiation à la pensée droite en termes idéologiques, je ferais comme beaucoup d'orateurs, c'est-à-dire que je partirais dans des considérations qui sont poétiques. Et je vous parlerai par exemple du fil d'Ariane. Le fil d'Ariane qui est la vérité. Qui se sert du fil d'Ariane chez les Grecs? Théséus. Théséus qui va où? Dans le labyrinthe. Pourquoi se sert-il de la vérité, ce fil, pour s'engager dans ce labyrinthe? Parce que c'est le labyrinthe de la pensée. Et lorsqu'il va au bout du labyrinthe, qui affronte-t-il? Le Minotaure. Le Minotaure, qui est la partie irraisonnable de l'homme, ce qu'il a en commun avec les autres animaux. Et qui doit vaincre à l'issue de cette histoire? C'est la vertu. Et Thésée contre le Minotaure, c'est la vertu, la raison, la partie rationnelle de l'âme qui domine sur la partie irrationnelle qui tend vers la bestialité, la violence, toutes ces choses. Donc on voit déjà avec ce premier thème qui nous est exposé par les Grecs que lorsque l'on parle de la pensée, on a cette préoccupation entre la partie irraisonnable de l'âme et la partie raisonnable. Lorsque l'on ne se préoccupe pas du tout de ça, et que l'on a une pensée qui est fondamentalement privée de toute instruction, on observe que les gens sont le plus souvent dominés par leurs passions, leurs sentiments, et toutes ces choses qui concernent l'affect. Premier point, tout ce qui concerne l'affect n'est pas utile pour penser droitement. Ça, vous pouvez le noter. À partir du moment où vous êtes dans les passions, la sentimentalité, toutes ces choses, vous perdez de vue la rectitude. Alors, pour vous donner un exemple très simple à comprendre, je vais prendre le thème de l'amour. Tout le monde a déjà eu des passions amoureuses. Lorsque même on est une personne mystique et que l'on se tourne vers Dieu, on aime Dieu. Et on se rend compte qu'on a une sorte d'élan, une envie passionnée de se tourner vers Dieu. Mais la passion en soi n'est ni bonne ni mauvaise. Parce que vous avez des hommes qui ont de l'amour pour des choses vicieuses. Et oui. Donc vous voyez que l'amour en soi n'est ni bon ni mauvais, ça dépend à quel objet l'amour fait référence. Si vous avez de l'amour pour des choses bonnes, on est d'accord. Si vous avez l'amour pour des choses corrompues, mauvaises, qui vont abîmer votre âme et votre environnement, à ce moment-là, vous allez tout droit vers le malheur. Et pourtant, on a la même passion. C'est toujours de l'amour. Dans une recherche de vérité. Attaché à ce fil d'Ariane dont je parlais, il va falloir, dès le début, que vous envisagiez la pensée selon la façon dont elle est structurée naturellement. Beaucoup de gens s'imaginent la pensée, comme le dit Aristote, les gens se créent le bonheur selon la vie qu'ils mènent. Donc si vous avez une vie qui est privée de vertu et que votre environnement est totalement corrompu, il y a de fortes chances que vous ayez une vision du bonheur qui soit attachée à des choses matérielles, des choses
qui élève chez vous des sentiments de concupiscence, d'envie, d'amour, mais pas forcément pour les bonnes choses. Donc on va bien distinguer l'appareil rationnel de l'âme, qui doit être dominé, et la partie rationnelle de l'âme. Et c'est là qu'apparaît la pensée droite. Et la pensée droite se distingue du discernement également. Le discernement cherche à comprendre les choses, à essayer d'en avoir une pleine appréhension tel qu'il est en réalité. Tandis que la pensée, comme dit Aristote, relève du domaine de la rhétorique et de la politique. Pourquoi? Parce que la pensée ne cherche pas à comprendre. Elle se sert des éléments qu'elle a déjà comprises, et la pensée a pour but de résoudre. Le discernement comprend les choses intelligibles, la pensée résout les problèmes qui lui sont posés. Donc c'est deux parties bien différentes. Vous voyez sur ce premier schéma comment la philosophie est organisée de façon conséquente. C'est-à-dire qu'en premier, vous avez l'information. Cette information, vous allez la hiérarchiser, essayer de choisir quels sont parmi les éléments que vous avez pour votre discernement, lesquels seront utiles et lesquels il va falloir mettre de côté. On va garder sur la table uniquement les choses utiles. Et tout ce qui n'est pas utile, on le range dans la commode. D'accord? Alors, je vais vous donner un exemple. À partir du moment où vous savez, par l'observation, l'expérience et la réitération grâce à vos lectures d'Aristote, qu'il y a une méthode pour discerner le vrai, et que vous vous appliquez à cela, vous savez donc qu'en dehors de la poétique, les idées, retenez cette phrase, n'existent pas. Vous êtes en train de penser dans un domaine qui est celui de l'action. C'est-à-dire que vous allez produire un effet. Cet effet ne vient pas de votre imagination. Cet effet ne vient pas d'un concept abstrait que vous allez créer dans le monde des idées, pour reprendre l'expression de Platon, et qu'ensuite vous allez pouvoir appliquer dans la réalité, parce que la réalité ne fonctionne pas comme ça. Je vous donne un exemple. Si j'ai l'idée d'un éléphant rose, ça ne veut pas dire que les éléphants roses existent. Et il en va ainsi de l'ensemble des propositions que l'on peut formuler. Si vous avez comme ça des gens qui se prétendent être nos représentants, être des hommes actifs politiquement, mais que tout leur système de pensée, leur logique est de nature idéologique, vous savez, par la pensée droite, que déjà on va droit dans le mur. Voilà. Donc nous avons le discernement qui cherche à comprendre, la pensée qui va produire des raisonnements et qui va chercher les conclusions les plus vraisemblables, et enfin, à l'issue de cette conclusion, nous arrivons à la production de l'action. Alors pour le dire en termes aristotéliciens, Aristote nous dit « Le but que l'on se fixe devient le principe de la pensée, et les conclusions de la pensée deviennent le principe de l'action. » Ça te paraît clair? Tu peux répéter. Oui. Je répète. Le but que l'on se fixe devient le principe de la pensée. D'accord? Donc, si je me fixe comme but le retour du roi, je vais avoir ma pensée qui va tendre vers comment faire revenir le roi. Est-ce que c'est en me croisant les bras? Ça, c'est la pensée déterministe. Il y a des providentialistes qui sont dans ce courant où ils se disent je vais me croiser les bras, j'attends, c'est Dieu qui décidera si ça se passe ou si ça se passe pas. Il y a un autre courant providentialiste qui reconnaît le libre arbitre. Aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà. Ce mouvement-là, en revanche, est actif. Et puis, il y a aussi les mouvements légitimistes qui partent du principe que, à partir du moment où la coutume fixe qui est le roi, Dieu décide quand la coutume s'applique ou pas. Bon, ça c'est une autre position. Moi, j'aime beaucoup la coutume, donc j'aimerais beaucoup que Louis fasse le boulot, mais s'il ne fait pas le boulot, il va falloir qu'un autre s'y colle. On est bien d'accord. Bon, voilà. Mais j'aimerais que Louis fasse le boulot, hein, qu'il le fasse maintenant, de préférence. Oui. Voilà. Lorsque l'on aborde le problème de la pensée, elle est droite car, ça vous pouvez le retenir, elle a pour objet de penser en évitant l'erreur. C'est-à-dire que on peut penser de plein de façons différentes, qui peuvent apparemment avoir l'air d'être des façons concluantes de penser, mais en réalité, par manque de méthode, par manque de rigueur, aussi par manque de choix. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le parti de la neutralité, comme disait Machiavel, ce parti qui rend les princes irrésolus et qui les conduit à leur perte. Voilà.
C'est aussi dans la doctrine chrétienne ce qu'on appelle les chrétiens tièdes. Parce qu'ils sont du côté de Christ, mais ils ne sont pas prêts à prendre parti de son côté réellement. Et il se trouve que le libre arbitre, c'est précisément cette initiative que prend l'homme. Il n'attend pas un déterminisme, il n'attend pas un ordre qu'on lui donne, il prend la décision. Comment prendre la bonne décision? C'est précisément à cette question que répond la pensée droite. C'est-à-dire que la pensée droite n'est pas de nulle part, c'est un héritage qui vient de l'époque hellénique, et elle répond en réaction à un phénomène politique qui se passe à Athènes, qui est une démocratie. Cette démocratie, elle a un grave problème, c'est qu'elle est inefficace. Donc Solon lui-même le dit, cette inefficacité lui fait remarquer, ils sont comme des renards. Et cette pensée qui naît dans la démocratie, c'est un peu la liberté que prône Platon, le choix que nous avons de ne pas nous conformer à l'ordre naturel, et que finalement, chacun a le droit de penser comme il veut. Et donc il se crée une pensée unique qui préconise que chacun a le droit de s'imaginer la réalité selon son imagination. Mais maintenant, sur les éléments de base, par exemple, la définition. Si vous ne savez pas définir correctement les termes, vous avez moins de discernement que si vous savez les définir. Et si chacun pense comme il veut, il peut apposer la définition qu'il veut aux éléments qu'il souhaite. Et donc ça crée un réel problème déjà sur la définition, et on va le voir ensuite sur le langage d'une façon générale. Aussi Aristote précise, sur l'ensemble des connaissances qu'il faut avoir, que sans doute aussi ce qui est connu au sens absolu n'est-il pas ce qui est connu par tout le monde? C'est-à-dire que ce qui relève du domaine absolu, indépendamment de notre discernement, il est. Et puis il y a des choses qu'on va comprendre parce qu'on va en avoir le discernement. Et pour aller au-delà, il va falloir exercer votre esprit à vous intéresser à la pensée droite, à découvrir quels sont ses axiomes, les endoxes dont elle se sert, et les différents types de raisonnement. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, évidemment, puisqu'on est dans une initiation, on n'est pas dans un détail. Et donc vous avez un lien logique entre les différentes propositions. Et pour en connaître la véracité, la qualité, il va falloir hiérarchiser tous les éléments. Et lorsqu'on réitère par la répétition et qu'on arrive à expérimenter, c'est-à-dire que tout ce qu'on a appris, on est capable de le restituer, là on a compris quelque chose. Cela fait penser à la phrase de notre ami Quintilien, qui sera repris par Boileau. Ce que l'on comprend bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. N'est-il pas? Alors il se pose la question, comment faire une bonne définition? Eh bien c'est tout le problème de la pensée droite, c'est de vous donner ces outils. Ces outils où vous allez vous raccrocher à la réalité, où vous n'allez pas être tributaire d'une encyclopédie. D'abord parce que l'encyclopédie est une volonté de pouvoir qualifier les éléments de la réalité selon un spectre idéaliste. Avant l'encyclopédie, il y avait, chez Aristote et les aristotéliciens, la cyclopédie. Et nous avons la cyclopédie dans le savoir et l'encyclopédie pour nous contrer, comme nous avons le Christ pour nous guider et l'antéchrist pour nous tromper. C'est la même chose. Et oui. Ce n'est pas un hasard si l'encyclopédie est arrivée lors de la Révolution. Voilà. Alors, on va voir ensemble comment on fait une définition. Aristote nous dit, dans les Topiques, en 6.4, une définition correcte doit finir par le genre et les différences. Donc vous avez le genre, les différences. Vous savez ce que c'est que le genre? Ça va? Les différences, vous savez ce que c'est? Bon, ben une bonne définition, ça fait les deux. Regardons par exemple, en pratique, ce que ça nous donne. Et comment Aristote définit l'homme? Donc il va prendre un genre, qu'il aurait pu prendre mammifère, hominidé ou autre, il va prendre un genre éloigné, animal. Et il va rajouter l'accident propre qui le distingue de tous les autres animaux. C'est qu'il est politique et doué de raison. Et juste en ayant mis le genre et ses différences, l'une côte à côte, on a fait une définition correcte. D'accord? Alors, parmi ces différences, on va préférer ce qui est propre. Alors le terme de propre est important. Et donc Aristote détermine 4 propres. Il y a le propre en soi, c'est celui qui est donné d'une chose par comparaison avec toutes les autres choses et qui la sépare de tout le reste.
Ensuite, il y a le propre relatif. C'est celui qui délimite le sujet, non pas de tout le reste, mais seulement de quelque chose de défini. Ensuite, il y a le propre perpétuel. C'est celui qui est vrai en tout temps et ne fait jamais défaut. Et ensuite, il y a le propre temporaire. C'est celui qui n'est vrai que pour un certain temps et ne suit pas toujours nécessairement le sujet. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces éléments, qui sont les propres, mais il est important pour vous de les connaître, parce qu'à chaque fois que vous allez formuler des définitions, ou que vous allez entendre des gens vous donner leur définition des choses, vous allez immédiatement, si vous êtes instruit du propre, savoir si la définition est correcte ou pas. Parce que s'il vous sort un argument qui est éloigné de ce que la pensée droite préconise, il y a de fortes chances qu'il s'en serve pour faire ce qu'on appelle des paralogismes. Le paralogisme, c'est une erreur de raisonnement involontaire, ce qui le distingue du sophisme, qui est une erreur volontaire. Voilà. Alors, déjà, on a vu que rien que sur les définitions, ça posait un problème de rentrer dans cette pensée unique où chacun pense ce qu'il veut. Parce qu'à la fin, si chacun pense ce qu'il veut, il n'aura pas la possibilité de pouvoir être compris par celui qui l'écoute. Et j'espère que tous ceux qui m'écoutent comprennent les mots que je prononce. Jusque-là, ça va, ok. Et ensuite, ça a un autre problème qui va déteindre sur l'intégralité de la fonction même du langage. Et si le langage perd sa fonction, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Je veux dire, la vie en communauté s'effondre, l'action commune s'effondre, et à partir du moment où vous avez l'essentiel de ces connaissances acquises sur les bonnes définitions, comment les formuler, comment identifier lorsqu'on vous parle, on est en train de vous envoyer dans le mur, vous allez vous doter des outils du discernement qui vont vous permettre de penser droitement. D'accord? Donc revenons sur le langage, parce que dès que vous allez raisonner, si déjà vos définitions sont mauvaises, vous allez raisonner dans le vide. Un autre exemple, c'est celui qui utilise les idées. Vu qu'on sait que les idées n'existent pas en dehors du domaine politique, celui qui va vous parler politique avec des idées, lui, il a un problème de langage grave. Donc si un jour vous entendez un philosophe qui commence sa phrase en disant « mon idéologie c'est que », surtout qu'il se taise. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer trop profondément dans le raisonnement, mais le raisonnement, c'est une succession de propositions qui s'articulent avec logique, pour vous dire simplement. Ces propositions, elles sont d'une part constituées d'une affirmation ou d'une négation, puis d'une preuve. Le plus souvent, des arguments. Et les arguments se définissent ainsi, c'est qu'une pensée qui en établit une autre par la vérité qu'elle contient et par la liaison que toutes les deux ont ensemble. C'est Gibert, dans la rhétorique et les règles de l'éloquence, qui définit des choses ainsi. J'ai trouvé sa définition plus accessible, là où Aristote rentre tout de suite dans la technicité. Donc je préfère vous la proposer. Et il se passe un problème, c'est que lorsque, au regard du langage, vous n'avez pas cette capacité de pouvoir formuler des arguments basés sur des définitions correctes qui portent en creux la vérité. Cette vérité, vous ne la transmettez pas d'un élément à l'autre dans vos arguments, si bien que logiquement, vous vous éloignez de ce fil d'Ariane dont je vous parlais. Et dès qu'on s'éloigne du fil d'Ariane, on se perd. Et la vérité peut être tronquée aussi, donc après on est... Ah, mais la vérité tronquée, vous perdez le fil d'Ariane pareil. C'est l'origine de la vérité, c'est ce qui s'est passé, donc si on ne sait pas, si c'est mal transmis... Bien sûr. Et justement, parmi les gens qui nous trompent, le plus souvent, ce sont des orateurs. On est d'accord ? Oui. Si vous avez la pensée droite et que vous écoutez un orateur, vous savez si la personne qui vous parle dit des choses cohérentes, vraisemblables. Ou si au contraire, on est en train de partir dans un idéalisme plein d'imagination et qui nous déconnecte de la réalité. Et c'est Tacite. Vous connaissez Tacite? Vous connaissez l'expression « la vérité tacite ». C'est une vérité qu'on n'a même pas besoin de dire tellement elle est vraie. Parmi les orateurs même, bien peu connaissent les préceptes des rhéteurs et les maximes des philosophes. Et vous allez voir à quel point son propos est dans l'actualité. À présent que toutes ces choses sont vulgaires, et que dans une assemblée il se trouve à peine un assistant, il ne possède sinon la connaissance des lettres au moins quelques teintures de leurs éléments. L'éloquence a besoin maintenant de se frayer des routes nouvelles et choisies pour échapper au dégoût de l'auditoire. Donc on est véritablement dans l'ère du temps, aujourd'hui, que nous décrit Tacite, où les gens parlent n'importe comment, ils vous parlent d'idées, ils vous emmènent dans des délires démocratiques, républicains, tout ça, fondant ça sur des valeurs qui ne sont elles aussi que des idées, qu'ils vont réinterpréter comme ils l'entendent,
Et à partir de cette base totalement coupée de la réalité, vous aurez une pensée qui va argumenter pour vous envoyer dans le mur. Elle est conçue pour ça, il ne faut pas oublier. La pensée droite, au contraire, est conçue pour réagir à toutes ces problématiques que je suis en train de vous citer. Donc vous avez vu, au niveau des définitions à la base, on a un gros problème avec cette pensée où chacun pense comme il veut. Au niveau du langage, ça déborde. Le langage perd son sens, il ne sert plus à rien. Et même au niveau de l'instruction, finalement, ça ne sert plus à rien d'instruire à quelqu'un quelque chose, puisqu'il a le droit de penser comme il veut, et que sa pensée, aussi corrompue soit-elle, aura autant de véracité que celui qui ne pense pas. Voilà. Alors du coup, ça va étaler sur la notion de vérité. Et donc là, je vous invite à comprendre que notre ère du temps est dans l'idéalisme, le monde des idées. Et Aristote, lui, il va hiérarchiser les valeurs qui permettent de donner plus ou moins d'importance à ce qui le mérite. Donc, dans une société idéaliste, tous les hommes ont vocation à devenir philosophes. Et comme le dit Platon, le philosophe a vocation à devenir Dieu. Pas de problème. On peut s'élever jusqu'à devenir Dieu chez les idéalistes. Donc, si vous êtes dans une perspective idéaliste, vous allez vous concentrer sur les plaisirs, tout ce qui rentre dans le domaine de l'agréable, et qui satisfait globalement vos passions. Voici la hiérarchie qui se dresse. Tout en bas, vous avez la spiritualité et la foi, puisqu'elle est accessible à tout le monde peut devenir Dieu. Donc on ne va pas se prendre la tête, chacun sa vision de Dieu, et puis on fait tous comme on a envie. Au-dessus, l'intelligence et la raison. Mais finalement, la vérité, comme Platon le dit, il faudrait toute une vie pour décrire une pierre, en sorte qu'on ne peut pas l'atteindre. Et puis enfin, au-dessus, les instincts et les sens, qui pour Platon sont des choses qui sont en connexion directe avec notre corps, et c'est elles qui sont la source de nos plaisirs. Donc, accrochez-vous, si vous voulez faire une société comme celle-là, vous n'aurez pas beaucoup d'efforts à faire, nous sommes dedans. Hein ? Tandis que la pensée droite, elle part du principe que tout ce qui est animal, tout ce qui est primaire, ne demande pas beaucoup d'efforts à l'âme pour être intégré. Ce n'est pas agir contre la vertu que d'agir contre l'envie. De même que d'agir contre l'envie, ce n'est pas agir contre la raison. Toutes ces choses sont mises en contraste par Aristote et il nous montre qu'il existe des choses bien plus élevées que nos instincts, bien plus élevées que même l'aspect sentimental, qui finalement, comme on l'a dit tout à l'heure, relèvent des affects, et donc ne sont pas des choses utiles pour penser droitement. On va les laisser dans la commode. On garde sur la table des choses bien plus utiles, et ce sera l'intelligence et la raison qu'il va falloir développer. Ce n'est pas quelque chose que l'on obtient par la réminiscence comme un automatisme. Si vous voulez devenir un homme raisonnable, il va falloir vous exercer. Et puis au-dessus, il y a la spiritualité et la foi. La spiritualité, il faut l'entendre au sens large. C'est-à-dire que la spiritualité, c'est le désir de l'esprit de s'élever. Non pas pour quitter sa condition, mais pour améliorer sa condition. D'accord ? Aristote nous dit que plutôt que de se baser sur les sentiments, sur les passions, l'instinct, toutes ces choses, et même la volonté, il nous dit, comme il n'est pas facile de voir directement quelle est l'intention, nous sommes forcément obligés de juger du caractère des hommes d'après leurs actes. D'après leurs actes. L'abbé Pagès, que je salue, pourra vous dire que dans l'islam, c'est exactement l'inverse. C'est l'intention qui compte. Si votre acte, vous le faites au nom d'Allah, vous avez raison. Si au contraire, vous êtes quelqu'un qui est attaché à la réalité, comme le sont les Français, on va d'abord regarder les actes qui se sont passés. Cicéron, dans l'Inventio, et c'est en continuité de l'enseignement d'Aristote, nous apprend que l'intention est un accessoire, le principal étant le fait. Et ça va se passer évidemment dans le langage. Dans le langage, ce n'est pas l'intention de ce que je vais vous dire qui compte, c'est les mots que je prononce et la compréhension que j'arrive à vous transmettre. Et pouvoir édifier son âme à avoir un langage qui transmet les choses, c'est ce qui s'appelle développer la pédagogie. Si au-delà de transmettre des informations, j'arrive à vous joindre dans une action commune, je n'aurais pas fait seulement une preuve de pédagogie, j'aurais été dans la rhétorique. Si en plus, cet élément rhétorique qui produit son effet arrive à tous vous motiver dans un élan commun, qui est celui de la pensée droite, pour réussir à ce que le Christ roi puisse régner à nouveau sur la France, on aura tout gagné et on sera devenu politique.
Parce que la politique, ce n'est pas l'intention non plus, c'est l'action. Et la rhétorique est la forme de la politique. Donc dès lors que j'ai une intention politique, je dois d'abord la formaliser de façon rhétorique. Et ça va être tout le problème de nos jours de la communication. Dès que vous regardez un contenu, dès que vous regardez le journal du soir, vous êtes en face d'une rhétorique. Donc Aristote nous dit, c'est par le discours lui-même que l'on persuade lorsque nous démontrons la vérité, ce qui paraît comme tel d'après des faits probants produits un à un. Donc excite l'intention, excite les sentiments, excite les idées, excite les affects, toutes ces choses-là qui sont dans votre commun. Dans la vie commune, vous écoutez, vos affects, vos sentiments, tout ça. Quand vous vous mettez à faire de la pensée droite, on met tout ça de côté, c'est pour la commode. C'est pour quand vous faites de la poésie. Vous faites de la poésie, vous voulez toucher l'affect, c'est vraiment une discipline faite pour ça. Vous voulez toucher les passions, les affects, vous voulez essayer d'émouvoir votre auditoire, ça c'est le boulot de la poétique. Si vous voulez une action politique, en acte, si vous voulez produire des résultats, il va falloir que votre pensée, elle, soit dans un autre domaine. Et à la limite, vous pourriez très bien conclure droitement et utiliser une rhétorique qui est à destination d'un auditoire qui, lui, n'a pas la pensée droite. Et là, Aristote préconise de faire de la poétique. Parce qu'ils y seront sensibles. C'est-à-dire que si là, vous êtes tous instruits de la pensée droite, je vais pouvoir commencer à parler en termes catégoriques. Mais une fois que vous avez acquis cette discipline, la vérité est dedans, il n'y a pas de blague. Et c'est ça qui est beau. Et si vous voulez un exemple vraiment typique de la pensée droite, notamment dans le domaine de la métaphysique, il faut au moins une fois avoir lu des extraits de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Au moins une fois, quoi. Mais je vous promets que c'est un livre où il y a de bonnes choses écrites dedans. Alors tout ce problème de la vérité, finalement, elle va opposer deux visions. La vérité qui appartient à nous-mêmes et la vérité qui est indépendamment de notre discernement. C'est-à-dire une vérité qui est telle qu'elle est, indépendamment de ce que je sais qu'elle est. Et donc on va distinguer d'une part la pensée idéologique qui considère que la vérité est à l'intérieur de nous et je la fais telle que je la veux, telle que je l'imagine, telle que je la souhaite. Et nous sommes aujourd'hui dans cette philosophie. Et ensuite, il y a l'autre vérité, c'est celle que propose Aristote, c'est-à-dire une vérité indépendamment de notre jugement. Alors j'aime bien prendre un petit exemple simple, puisqu'Aristote préconise de prendre des exemples simples, donc je vais vous en donner un. Si demain, vous vous baladez dans la campagne, vous allez d'un champ à l'autre, et vous passez d'une clôture à l'autre, eh bien, un jour, dans vos pérégrinations, il est possible que vous passiez dans le champ où il se pourrait que se trouve un taureau. N'est-ce pas? Bien. Ce taureau, vous ne l'avez pas vu. Donc votre discernement n'en a pas conscience. Mais lui vous a vu. Et vous voyez bien que d'avoir conscience des choses ne les rend pas réelles. La réalité est indépendamment de la conscience que vous en avez. On est d'accord? Et bien ça, c'est la pensée aristotélicienne. Et elle est en rupture avec la pensée platonicienne, qui est aujourd'hui reprise depuis les Lumières et articulée par nos politiques de façon totalement démente. Et comme le dit Cicéron, j'aime beaucoup Platon, j'aime m'égarer avec lui plutôt que penser droit avec les vrais philosophes. Voilà. On est complètement dans cette lignée. Montaigne, au sujet de la vérité, nous disait « Tant il y a, je me contredis bien à l'aventure, mais la vérité, comme disent Oidemade, je ne la contredis point. Elle, la vérité, est toujours en apprentissage et en épreuve. » Donc vous voyez, avec Montaigne, pas de relativisme chez Montaigne, on reprend la pensée réelle, c'est-à-dire la pensée droite qui préconise que la vérité est unique. Et on va retrouver ça aussi dans le livre 3, où il dit de faillir à la prise. C'est autre chose. Nous sommes nés à quêter la vérité. Il appartient de la posséder à une plus grande puissance, élevée en hauteur infinie à la connaissance divine. Voilà où se trouve la vérité. Et ça, c'est Montaigne. Donc vous voyez que cette pensée de la vérité unique se transmet chez les Français. Et lorsque l'on parle pensée français, nécessairement, il faut être instruit de la pensée droite. Nécessairement. C'est la condition. En fait, on ne commence à penser comme un Français que lorsqu'on a acquis les éléments du discernement d'une part, la droite pensée, et que nos conclusions sont capables de produire l'action. Voilà.
Alors on retrouve ça évidemment aussi chez les hommes d'église dans la pensée française. Nous avons Bossuet par exemple qui nous dit « Le plus grand dérèglement de l'esprit est de croire les choses parce qu'on veut qu'elles soient et non parce qu'on a vu qu'elles sont en effet. » On rejoint, observer la vérité depuis les faits et non depuis l'intention. Donc ça c'est Bossuet qui le dit dans le traité de la connaissance de Dieu et de soi-même. Alors longtemps avant, évidemment, il y avait des gens qui avaient pour mission de tromper les autres et de les empêcher d'avoir accès à la vérité. Et ça, Aristophane, dans Le Juste et l'Injuste, essaie de nous sensibiliser à cette question et il nous dit « On te rendra prêt à croire que le honteux est honnête et que l'honnête est honteux, et tu seras en outre l'image de l'infamie d'Antiphane. » Et donc nous retournons avec notre bon Platon qui pourrait nous dire « Oh, la vérité, finalement, chacun la sienne, tout va bien. » D'ailleurs, le plaisir, parlons-en, parce que ça c'est vrai, et il va définir ainsi ce qu'est l'élite. Ce seront les sages qu'il va décrire ensuite dans La République. Vous savez, ce fameux bouquin qui met les femmes en commun, qui impose le légalisme, le déterminisme, enfin, toutes les conneries idéologiques qu'on peut imaginer, c'est une sorte de super concentré, La République, c'est festif. Aristote, lui, est en opposition avec tout ça. Il dit, ben non, faire société, il faut la justice, il faut la vérité. Voilà. Et il n'y a pas de justice si on n'a pas conscience de ce qu'est la vérité. Dès lors que chacun a sa vérité, alors il n'y a plus de justice. Voilà. Et il précise que c'est d'autant plus important que finalement pour vivre en société et se sentir heureux, c'est ce dont nous sommes témoins avant même que nous en soyons les sujets. Et il nous dit, les gens de bien, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas déréglés, ont toujours du déplaisir de voir la vertu opprimée et qu'on persécute l'innocence. On ne voit qu'à contre-cœur les crimes élevés et les riches enrichis de ses dépouilles, d'autant que c'est une grande injustice que de pervertir l'ordre des choses et de préférer les indignes aux vertueux. C'est un axiome de l'ensemble de la construction de la pensée politique chez Aristote. Le vertueux doit avoir le dessus sur le vicieux. Quand vous avez compris ça, vous avez compris la moitié de l'éthique. Après, il faut savoir ce qu'est la vertu, de quoi elle se constitue, comment l'identifier, quelles sont ses parties et ses différentes espèces. Mais au moins, déjà, si vous avez compris la phrase que je viens de vous lire là, on est bon. Alors, les plus anarchistes, qu'il convient de ne pas citer, ont rédigé des traités pour faire tendre les intelligences dans la croyance que la justice n'est pas indispensable. Eh oui. Ou alors, vous avez la justice des classes. Marc, si vous voulez perdre votre temps, c'est bien aussi pour ça. Mais Aristote, lui, n'est pas d'accord. Lui, il part du principe que c'est une fonction indispensable que la justice, parce que les jugements rendus sur les droits de chacun ne servent à rien quand ils ne reçoivent pas leur entier accomplissement, de sorte qu'ici, sans l'existence de décisions judiciaires, il ne peut y avoir des rapports sociaux. Ainsi en est-il quand ces décisions ne sont pas suivies d'exécution. On est d'accord ? Alors, la hiérarchie dont je vous ai parlé va avoir une incidence, du coup, dans le droit. C'est-à-dire, nous allons pouvoir extraire différentes normes juridiques. Alors, on pourrait croire que c'est la loi, la plus haute norme juridique. Après tout, regardez notre État. Qu'est-ce qu'on a au-dessus de nos têtes ? Des élus dont les procédures sont fixées par les lois. Et au-dessus d'eux, ces procédures sont fixées dans un cadre législatif, qui lui-même est fixé dans un cadre constitutionnel qui est une loi. On pourrait donc croire que, en tout cas de nos jours, la loi est l'autorité la plus haute de droit. Bon, donc nous avons, chez Platon, une hiérarchie du droit qui nous dit que l'équité, finalement, on va le mettre tout en bas, bien que ça existe, au-dessus, on aurait la coutume, mais la coutume, c'est une gentille loi que les gens conviennent entre eux, mais elle n'a pas la force de la loi écrite qui fixe les choses et qui offre la garantie juridique, nous diront les platoniciens. Au-dessus, donc, la loi écrite, qui devient la règle supérieure, et au-dessus de la loi écrite, la décision du juge. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en réalité, ce n'est pas la loi qui rend la décision, c'est le juge. Donc il a une autorité plus forte que la loi. Donc là, c'est assez simple. Maintenant, on va revenir à la pensée droite, qui nous dit que la loi, elle est juste par accident. Lorsqu'elle prévoit bien les choses, on a du bol. Au-dessus, nous avons les jurisprudences, mais les jurisprudences ne concernant que les cas particuliers, bien qu'elle ait une autorité supérieure aux lois, elle ne peut pas s'appliquer comme une autorité qui fait droit
au-dessus de la coutume, nous avons l'équité, qui, elle, est la justice par la vertu. Et oui. Et donc Aristote nous dit que l'homme qui cherche l'équité, donc l'homme équitable, il a un talent particulier, il nous le dit au livre 2 de la Grande Éthique, c'est qu'il est capable de juger de la carence des lois. Quand on est vertueux, on n'a plus besoin de lois. Voilà. Et oui. Et il nous dit, je fais par la vertu ce que d'autres font par contrainte des lois. C'est Aristote d'après Diogène. Alors là, je vous l'ai dit en philosophie, mais ça nous a été confirmé par Jésus. Mais oui, quand il nous dit « Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne rentrerez pas au royaume des cieux », c'est exactement la hiérarchie réaliste qui nous valide. C'est celle-là la bonne. Donc si on est français, on ne peut pas être heureux d'être dans un régime constitutionnalisé, légaliste, avec la loi qui institue nos élus et qui crée l'iniquité. On est d'accord? Si vous êtes français, donc, vous utilisez la pensée droite, vous êtes de culture catholique, même si vous n'êtes pas croyant, vous avez compris que le phénomène catholique, la phénoménologie du métaphysique est réelle, et en choisissant la catholicité, vous tendez vers la vertu, vers la bonne hiérarchie de droit, et donc vers un État équitable. Voilà. Donc même un athée français peut le comprendre. Il va falloir lui donner des outils du discernement. Mais si vous l'avez, vous êtes une arme politique contre la pensée idéaliste. Et réciproquement, la pensée idéaliste est une arme politique construite contre vous. Et si, voilà, je fais une analogie, si Aristote a été confirmé par le Christ, qui serait susceptible de confirmer Platon qui dit le contraire d'Aristote? Je vous laisse conclure. Alors, d'ailleurs, je vous laisse conclure pour deux raisons. D'abord parce qu'on n'a pas de temps, et ensuite parce qu'Aristote le précise, il ne faut pas examiner tout problème ni toute position. Et il nous dit aussi qu'on ne délibère jamais sur les choses qui ne peuvent pas être autrement qu'elles ne sont, ni sur celles qui nous est impossible d'accomplir. Donc, est-ce que nous serions ici s'il était impossible que la France redevienne royale? Ce serait pas réaliste. Et oui. Ensuite, il y a une endoxe. Une endoxe, c'est-à-dire une vérité première, irréfragable, sur laquelle un esprit qui n'est pas complètement déréglé est forcément d'accord. Ce qu'on appelle une endoxe. Cette endoxe dit qu'en réalité, personne ne souhaite se tromper ni être trompé. On est d'accord? Si vous mettez cette endoxe en opposition à Platon, il y a un hiatus qui se passe. Parce que si faire ce que l'on veut, alors qu'il n'existe qu'une seule vérité, si nous faisons différents choix, il y en aura forcément un qui sera meilleur que les autres. On est d'accord? Ce choix le meilleur que les autres, c'est le choix qu'il nous faut rechercher. C'est la raison qui nous dicte ça. Si vous ne prenez pas ce choix meilleur que les autres, vous vous trompez. Et dès lors que vous vous trompez, vous quittez votre capacité à faire le choix le meilleur, et donc votre liberté. En sorte que la liberté, ce n'est pas pouvoir faire ce que l'on veut, elle commence par l'accès au choix le meilleur. Donc j'ai pas besoin de vous mettre un panel devant vous pour que vous soyez libre. Il suffit que je vous en mette un qui soit le meilleur et qui n'ait rien besoin d'autre, et je participe à votre liberté. Voilà. Donc j'ai pas besoin de vous mettre 50 parties sous les yeux. Je vous en mets un qui est le meilleur, et on a gagné. Christ roi. Alors, tout cela nous fait nous rendre compte que ce problème sur les définitions, sur le langage, sur la notion de vérité, va créer des sociétés fort différentes selon que l'on prend tel ou tel axiome. Plusieurs vérités, une seule vérité. Nous sommes déterminés, nous avons un libre arbitre. Nous avons la capacité de pouvoir produire des raisonnements ou pas, dans un monde idéal, c'est-à-dire de l'imagination, ou nous avons la capacité de produire des raisonnements dans le monde réel, attachés à la réalité. Et à ce moment-là, on n'est plus dans l'imagination. Et vous voyez bien que la pensée, du coup, se scinde. Et on retrouve ce dont je parlais au début, qui est la distinction entre la partie irrationnelle de l'âme et la partie rationnelle. Voilà. Et ça s'applique, évidemment, en politique. Et donc la pensée droite va arriver comme une solution à toutes les problématiques que j'ai annoncées précédemment pour répondre
et essayer de casser ce qui nous empêche d'obtenir ce cheminement vers la vérité. Et par exemple, Aristote nous dit, lorsqu'on appuie la démonstration de tels faits sur des cas multiples et semblables, il y a induction. Et là, on s'aperçoit que la pensée fait un mouvement. Elle prend des différents éléments du réel et elle va en induire ce que l'on observe le plus souvent. Et lorsqu'elle fait ça en politique, elle peut découvrir quelles sont les différentes formes de régime. C'est le tableau que je vous ai affiché là. Et nous allons voir, la première ligne, c'est le gouvernement d'un seul. Alors, le gouvernement d'un seul, c'est la monarchie qui, lorsqu'elle est corrompue, devient tyrannique. C'est assez simple à comprendre, on est bon. Ensuite, lorsque nous regardons les groupes qui sont les meilleurs, c'est l'aristocratie. Eux, ils ont véritablement une autonomie de pensée, donc c'est un groupe d'hommes qui sont au-dessus des lois et qui ont la propriété d'être d'une noblesse efficace politiquement, comme le dit Cicéron, quand les chevaliers se prononcent, leurs décisions emportent tous les suffrages. C'est-à-dire qu'on a beau faire des sessions délibératives, législatives, etc. À un moment, il y a les chevaliers qui se pointent et c'est fini, on arrête de discuter, on fait comme ça. Voilà comment c'était à Rome, et c'est exactement ce modèle qui va être repris en France. C'est-à-dire qu'en France, les mairies faisaient voter à main levée les lois par les paysans, mais s'il arrivait qu'une loi sur la cause d'une iniquité légale, le chevalier pouvait arriver et imposer son arbitrage. Et son arbitrage était au-dessus des procédures. Donc ça, c'est l'aristocratie. Quand cette aristocratie est déviante, elle devient oligarchie. Alors ensuite, il y a le gouvernement de tous. Alors le gouvernement de tous, la politeia, c'est le gouvernement des hommes édifiés. Ça veut dire que chacun d'entre vous aurait la pensée droite. Vous sauriez me faire des définitions impeccables, vous sauriez avoir l'oreille, et donc tous avons la même méthodologie pour atteindre cette même vérité que nous considérons. Et à ce moment-là, comme nous employons la même méthode, nous allons devenir, parce que nous employons la même méthode, un cerveau collectif. Nous avons la politeia, qui est l'ensemble des citoyens réunis lorsqu'ils sont édifiés pour gouverner ensemble, et la démocratie, qui est la forme corrompue de la politeia. Et Aristote nous précise que la politeia n'est pas automatique. Il faut que ça soit le produit d'une volonté. C'est quelque chose qui nécessite que des Aristotes prennent la décision de faire un projet politique d'édification des peuples. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui va être transmis aussi bien à Rome par les chevaliers qu'au temps des rois, lorsqu'ils ouvrent grandes les portes de l'Église pour que le peuple soit instruit à la morale catholique, c'est pour l'édifier. Voilà. Et c'est pour ça que les lois étaient votées dans les villages. Et dans les différents pays de France, quand vous voyagez, vous n'avez pas la même législation. Parce que les peuples faisaient eux-mêmes leurs lois. Il est bon que le peuple s'empêche lui-même. La loi ne fonctionnant que par l'empêchement, les peuples faisaient leurs lois à main levée. Tandis que, de nos jours, le peuple ne participe plus. On va lui dire, t'es citoyen, t'es membre d'une société, alors qu'aujourd'hui tu n'as plus aucun pouvoir. Et pire, une fois que quelqu'un a été nommé et qu'il fait une bêtise, non seulement il n'est pas responsable de ses actes d'après la Constitution, mais en plus, il n'y a pas de recours. C'est-à-dire que si on nous fait tomber une loi qui a par exemple pour vocation d'ouvrir la France à une multitude de cultes et à créer un conflit civilisationnel, nous n'avons pas la capacité en République, parce qu'elle est légaliste, de pouvoir interférer. Alors, la République, justement. Aristote la décrit entre deux régimes corrompus. Pas mal. Nous avons la démocratie, qui est le gouvernement de tous, mais corrompu. L'oligarchie, qui est le gouvernement d'un petit groupe, ou de plusieurs petits groupes, mais ils sont aussi corrompus. Et la République, c'est une démocratie apparente. Ça vous semble bien? Eh bien voilà, Aristote vous le confirmera. L'anarchie dans tout ça. L'anarchie, elle compte pas. Ça n'est même pas un ordre. L'anarchie, c'est plus un mouvement au milieu de l'ordre, en fait, qui essaie de déconstruire. Alors, pour pouvoir raisonner sur toutes ces choses, Aristote nous donne 4 instruments que je vous invite volontiers à noter et à retenir. Le premier des instruments, c'est l'acquisition des propositions. Lorsque vous avez envie de raisonner sur un sujet, vous allez rester attaché au sujet, le prendre comme référentiel, et vous allez regarder de quelle façon vous allez pouvoir formuler des propositions vraies sur le sujet que vous avez choisi.
L'acquisition des propositions, c'est quelque chose qui a été assez peu traité par Aristote, mais très bien traité par Cicéron. Et je vous invite à lire l'Inventio de Cicéron. C'est un livre un peu technique, mais on est vraiment dans cet instrument de l'acquisition des propositions. Non seulement il va vous préciser comment formuler vos propositions, mais il va aussi vous préciser la disposition qu'il faut avoir pour les faire rentrer dans la discussion. Voilà. Quel ouvrage de Cicéron? L'Inventio. Le deuxième outil, c'est le pouvoir de distinguer en combien de sens une expression particulière est prise. Le troisième outil, c'est la découverte des différences. Alors, moi j'ai envie de m'arrêter un peu avec vous sur la découverte des différences, parce que ça vaut le coup quand même. À partir du moment où vous êtes dans une société qui refuse de faire la différence, par exemple, entre l'homme et la femme, que vous êtes dans une société qui refuse de faire la différence entre la réalité catholique, un État qui a choisi la catholicité, ou la réalité islamique, ce que l'on vit dans un État musulman, vous voyez qu'il y a des différences. Les différences sont réelles. Et lorsque vous avez des gens, que je ne citerai pas, parce que je ne les ai pas en amitié et qui importent beaucoup à la bonté de ne pas les nommer, en fait, nous avons des gens qui sont en train de vous empêcher de faire ces différences et donc d'avoir du savoir. Théophraste nous dit « Il n'y a pas de savoir sans quelque différence ». C'est évident, tout le monde le sait, mais il y a quand même des gens qui vont vous dire à la télévision qu'il ne faut pas faire les différences. Et que si vous faites les différences, plutôt que de dire « Mais monsieur, vous connaissez les différences, vous êtes donc savant », non, ils vont dire « Mais monsieur, vous faites les différences, vous êtes donc xénophobe ». Voilà, c'est de l'idéalisme, c'est de la folie. Et alors le quatrième outil que préconise Aristote pour avoir des raisonnements, c'est l'examen de l'identité. Et alors là c'est dangereux parce que dans la pensée platonicienne, connaître l'identité d'une chose alors que chacun peut l'imaginer comme il l'entend, vous pensez bien que c'est un argument qui n'est pas retenu par les platoniciens. Excusez-moi, vous pouvez réénoncer vos 4 instruments? Je les réénonce. Le premier instrument, c'est l'acquisition des propositions. Le deuxième, c'est le pouvoir de distinguer en combien de sens une expression particulière est prise. Le troisième, c'est la découverte des différences. Et le quatrième, c'est l'examen de l'identité. Aristote est très expéditif quand il parle de ces choses, il ne revient pas beaucoup dessus, c'est pour ça qu'en lisant d'autres auteurs comme Cicéron, Quintilien, Pline le Jeune, Tacite, on a beaucoup plus d'informations sur ces choses-là. Et il nous dit, une fois que vous avez ces instruments, vous en servez, vous commencez à penser avec, il nous dit c'est qu'en effet toute science démonstrative, donc toute, y compris quand on fait de la politique, et même lorsqu'on traite de la métaphysique, toute science démonstrative tourne autour de 3 éléments. Ce dont elle pose l'existence comme vrai, c'est-à-dire le genre dont elle considère les propriétés essentielles, les principes communs, appelés axiomes, ou endoxes, les vérités premières d'après lesquelles s'enchaîne la démonstration, et en troisième lieu, les propriétés dont la science pose pour chacune la signification. Donc là, on est en train de faire de l'analytique, on est en train de décrypter, on est en train d'étudier les différences, on est en train finalement de poser la question de toutes les choses qu'Aristote nous suggère d'avoir sur la table, comme des petites graines qui vont faire de bons fruits. D'accord ? La pensée droite venant en solution, nous proposer tout ça, face à ce problème que j'ai évoqué tout à l'heure, elle va du coup nous donner des solutions politiques. Donc ce tableau qui est fait depuis les travaux d'Aristote, repris par les travaux de Jean de Gendin, va progresser. Et ça, c'est l'effet de la pensée droite. C'est-à-dire que ce tableau-là, ce ne sont que des éléments du discernement. On n'a pas encore commencé à penser droitement. On a fait une induction, comme la méthode nous le préconise, et on a vu quelles étaient les formes de régime. Maintenant, nous allons voir comment les choses progressent. Ça va passer d'abord par la notion de justice. Dans le livre 5, Aristote nous dit, dans l'Éthique à Nicomaque, que la justice peut prendre plusieurs formes. Alors, il aborde d'abord la justice divine en nous disant qu'elle ne nous concerne pas parce que seul Dieu y a accès. Donc, fin de l'histoire. Par contre, pour la justice des hommes, il y a différentes formes.
Il nous parle d'une justice conventionnelle. Donc la justice conventionnelle, c'est par exemple, nous allons convenir que le président sera inaccessible à la procédure dès qu'il est élu. Donc son statut est conventionnel, en sorte que son statut n'est pas remis en cause, ni par les circonstances, ni par de nouvelles lois, puisque des lois d'autorité supérieure, en l'occurrence la Constitution, le font sortir du cadre juridique. La justice égalitaire, ben, c'est un peu celle qui nous tombe tous dessus, quoi. Nous sommes tous égaux devant la loi, hein, paraît-il. Voilà, paraît-il. Par contre, dès qu'on est poursuivi par elle, il vaut mieux avoir les moyens d'avoir un bon avocat. Voilà, et là, l'égalité tombe. Ensuite, il y a la justice proportionnelle. Alors, justice proportionnelle, c'est de dire, par exemple, le plus gros parti politique aura plus de temps d'antenne. Ça, c'est proportionnalisé. Bon, dans un environnement platonicien où les définitions vont dans tous les sens et on vous fait croire ce que disait notre ami Aristophane, eh bien, il se trouve que ce que nous, dans la pensée droite, on appelle proportionnel, eux vont appeler équitable, pour que ça passe mieux. Et il y a une loi qui est passée récemment selon laquelle les partis qui ont le plus de représentation politique ont le plus de temps d'audience à la télévision. Et ils appellent ça être équitable. Alors que ça n'a absolument rien à voir avec l'équité. C'est de la proportionnalité. Voilà. Et puis enfin, il y a la justice équitable. La véritable justice équitable. Celle qui nécessite non pas des lois, mais d'être instruit de la vertu. Et pour être instruit de la vertu, nécessairement, il faut avoir acquis les éléments du discernement qui vous permettent de l'identifier. Savoir que la vertu est ce qui permet l'action louable, et pas seulement préférable. Alors, petite parenthèse, ce qui est préférable relève de la comparaison, alors que ce qui est louable relève de la conformation à la vertu. Petite différence. Et la justice équitable, bah pour l'atteindre, vous voyez bien que ce n'est pas les mêmes juges. Il va falloir que le juge procède, dans son enseignement, dans sa formation, une véritable instruction éthique. Donc vous aurez beau avoir un juge qui connaît parfaitement les lois, s'il ne sait pas ce qu'est l'éthique, quelles sont les parties que cet enseignement compose, et toute l'instruction qu'elle procure, à ce moment-là, vous aurez un juge qui sera ignorant de l'équité. Alors, je ne vais pas dire que les juges sont corrompus, parce que je pense qu'il y en a qui sont de bonne foi, sincèrement. En revanche, on peut dire que c'est une forme de corruption pour un juge que de ne pas connaître la vertu de justice. On est d'accord. Lorsque vous avez identifié ça, vous savez que votre priorité politique, c'est d'avoir une justice équitable. Cette justice équitable va produire, comme le dit Aristote, l'amitié entre les peuples, parce que tous savent qu'ils peuvent compter les uns sur les autres pour avoir des relations équitables, et c'est cette justice entre les peuples qui crée l'amitié. Alors, je vous rappelle, à gauche, vous avez la monarchie, l'aristocratie, la politeia. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce que j'aimerais que vous fassiez comme observation, c'est que les trois mouvements, monarchie, aristocratie et politeia, plutôt que d'être séparés, Aristote va proposer de les rassembler pour former un seul régime. D'accord? Donc là, on est vraiment dans la pensée droite. Hein. Il n'y a personne d'autre qui a proposé ça. Et il va construire ainsi le régime royal. Nous avons l'aristocratie, qui est une obéissance concertée, qui est en liaison directe avec cette autorité première qu'est la monarchie, de droit divin, donc omnipotentas, etc. Et l'aristocratie, elle a pour mission de produire cette fameuse équité que l'on cherchait. Et lorsqu'elle ne la produit pas, le roi pour mission de la corriger. Et enfin, la politeia, qui vont devenir les sujets de France, et non les sujets à l'esclavage, mais les sujets à l'édification. Quand on est sujet de France, on est un sujet qui a vocation à être édifié, à devenir non seulement un homme meilleur pour ses semblables, mais aussi à avoir une âme édifiée pour qu'il soit présentable devant Dieu lors du jugement dernier. Et cet élan que nous connaissons, on n'a même pas besoin d'être très cultivé, nous avons un élan vers Dieu, nous avons cet élan métaphysique, et à partir du moment où nous allons nous réaliser dedans, nous allons nous édifier. Donc cet état, il va devoir se transformer. Et c'est la mission donc de la royauté et de son aristocratie de faire quitter l'aspect démocratique de l'état des sujets pour qu'ils arrivent dans un état de politeia. Voilà. Et cette transposition, vous l'avez vu, c'est pas trois régimes distincts, c'est un seul régime qui comprend les trois formes de régime articulés.
Alors, nous avons Aristote qui nous dit « On a donc raison d'admettre une combinaison de régimes plus larges, et la meilleure constitution est aussi celle qui réunit le plus d'éléments divers. » Vous voyez comment il y a une transposition qui vont former un seul régime commun. Et il nous dit qu'à partir du moment où chacun remplit son rôle, l'État sera ordonné. Et dans l'éthique à Nicomaque, il nous précise qu'il n'y a qu'une seule forme de gouvernement qui soit partout naturellement la meilleure. C'est la royauté. Voilà. Partout. Si on a un prince édifié, si on a un prince qui a la vertu, qu'il a une aristocratie qui elle aussi a la vertu, ben, il n'y a plus rien à s'inquiéter. Même les lois elles peuvent être mal écrites, on laisse faire, de toute façon on a un chevalier qui veille. Et puis s'il y a iniquité, il s'en charge. Tandis qu'aujourd'hui, comme il n'y a plus personne pour faire ce travail de vigie, ben, nous devons être vigilants. Mais même en étant vigilants, comme juridiquement la Constitution est écrite précisément pour nous empêcher de faire usage de quelconque recours, de toute façon nous sommes dans un état d'iniquité. Voilà. Nous avons donc aujourd'hui une petite description qui a été faite par Cicéron dans la lettre 18 à Atticus, que je vous conseille. Parce que la lettre à Atticus a le mérite d'être dans l'air du temps. Voilà. Et il nous dit: la vénalité et la prostitution se sont réunies pour accabler l'État d'un jugement funeste. Quelle plaie qu'un pareil homme! On peut rendre un senatus consul contre la brigue et la corruption, mais on ne peut obtenir une loi pour le sanctionner. Pourquoi? Parce que celui qui a le pouvoir, par définition, quelle que soit la forme de régime, il est inaccessible aux lois. D'accord? Celui qui dirige n'est pas légalement celui qui pourrait être mis en cause. Alors je vous donne un exemple très simple. Si légalement vous dites la loi interdit d'écrire de nouvelles lois, vous pouvez l'écrire, ça. Juridiquement, c'est possible. Et du coup, vous paralysez le pouvoir. Mais le pouvoir réel, par définition, c'est celui qui a vocation à produire l'équité. On l'a vu. Parce que c'est la seule façon de bien juger, de créer l'amitié entre les gens et de faire société. Donc, le pouvoir, pour ne pas être dénaturé, il ne peut pas être empêché par une loi. Donc, n'importe quelle loi qui serait prononcée à l'encontre d'un pouvoir doit être considérée comme faux. Alors maintenant, on va replonger dans la période révolutionnaire. Que font les révolutionnaires avec Montesquieu et son délire de la séparation des pouvoirs? Eh bien, ils limitent le pouvoir, justement. Par quoi? Par les lois. On vient de dire que tout ce qui limite le pouvoir, par définition, doit être considéré comme faux. Eh bien, la séparation des pouvoirs et tout ce qui régit aujourd'hui en République notre avenir politique, eh bien, elle repose sur une iniquité. Tout simplement. Si vous voulez retrouver l'équité, il faut redonner au pouvoir l'intégralité de ses prérogatives, et donc qu'il soit au-dessus des lois. On va faire attention, en pensée droite, on va éviter d'écrire justement ces solutions sous forme de loi. On va préférer énoncer quels sont les principes, du coup. Théophraste nous dit « Il n'est pas du propre de notre science, donc celle qui étudie les principes véritables, de pénétrer ainsi dans les détails, car la nature elle-même, ni ailleurs, ni en ces choses, n'est soumise à des lois absolues. » Et alors là, je vais vous inviter à vraiment vous sensibiliser à la distinction entre principe et loi. Un principe, c'est quelque chose qui est toujours vrai, qui est observable, expérimental, et c'est vrai de fait. On n'a pas besoin de comprendre pourquoi, on observe et c'est vrai. Le principe, lui, est toujours vrai, mais la loi, elle va changer dans le temps. Et la loi, c'est cette explication changeante. Et c'est aussi valable dans les lois écrites, dans le domaine juridique. Ça veut dire que si vous cherchez la sécurité juridique, parce que le domaine légal est en changeant, vous n'êtes plus dans le domaine légal. Il faut en sortir. Alors c'est un argument intéressant à comprendre parce que la plupart des légalistes vont vous dire c'est par sécurité juridique quand vous fixez les choses et que ça ne bouge plus. Mais en fait, ils sont en train d'être en confusion entre la réunion des principes qu'il est important d'appliquer en toute chose, sinon il n'y a pas de justice, d'une part, avec les lois qui expliquent ces principes qui, elles, sont des lois changeantes. Ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils n'ont pas de discernement des choses. Pour reprendre l'exemple de la gravité, un coup ce sera la loi de Kepler, un autre coup ce sera la loi de Newton, là on est sur la gravité quantique à boucle, personne n'a la même loi, mais le phénomène est qu'on tente d'expliquer, et le principe observé, lui, il reste le même. Et il est toujours vrai.
Voilà. Donc on va bien distinguer les principes et les lois. Parce que dès qu'on a compris ça, on comprend les deux formes de noblesse. Vous savez, noblesse de robe, noblesse d'épée. La noblesse de robe, c'est celle qui s'intéresse aux lois. C'est une noblesse légalisée. Ce n'est pas une noblesse édifiée. La noblesse d'épée, elle, c'est une noblesse qui a l'obligation d'équité comme résultat. Et elle en fait l'engagement devant le Christ. D'accord? Pour vous signaler à quel point c'est important. Je vais vous lire une citation de Cicéron. En invoquant une seule loi qui écrase toutes les autres. Cicéron nous dit: il est une loi véritable, c'est la droite raison, conforme à la nature et répandue dans tous les hommes. Elle est éternelle, elle est invariable. Ses ordres nous appellent au devoir et ses défenses nous détournent du crime. Ce n'est jamais en vain pour les hommes vertueux qu'elle interdit ou qu'elle commande. Les méchants seuls ne sont pas touchés de sa voix. On ne peut remplacer cette loi par une loi contraire. Il est également défendu d'y déroger, de l'abroger. Le peuple et le Sénat n'ont pas le droit d'en disposer. Facile à comprendre, elle-même est son interprète. Elle n'est pas différente à Rome, différente à Athènes. Elle est aujourd'hui ce qu'elle sera demain, éternelle, immuable. Elle oblige toutes les nations et dans tous les temps. Ou plutôt, c'est Dieu même qui, par elle, conduit tous les hommes et commande. Lui seul l'a conçue, lui seul l'a ratifiée, lui seul l'a promulguée. L'audacieux qui, s'oubliant lui-même et foulant aux pieds l'humanité, ne craindra pas d'attenter à cette loi. Il trouvera dans son crime même la plus cruelle punition quand il pourrait se soustraire à ce que nous appelions des supplices. C'est-à-dire que là, dans cette phrase, Cicéron nous explique la loi au-dessus de toutes les autres, qu'il est gouverné par cette vertu qui n'a pas besoin d'être écrite, parce que tout le monde peut en avoir le discernement. Et à partir de là, on ne peut plus opposer à un homme qui est mu par cette loi et qui conforme son attitude à cette loi, on ne peut plus lui imposer d'autres législations. C'est terminé. Et ça va distinguer les esclaves naturels qui ont besoin des lois écrites parce qu'ils n'ont pas le discernement. Et cette approche du surhomme que nous propose Aristote dans les Politiques, qui n'est pas un surhomme privé de vertu comme le propose Nietzsche, c'est un surhomme parce qu'il est vertueux et parce qu'il a cette qualité, il se distingue de tous les autres. Aristote nous dit, ce serait une grande injustice de traiter un homme ayant autant de capacités politiques comme un homme du commun. Ce serait lui faire injustice. Au contraire, qu'il le veuille ou ne le veuille pas, celui qui est capable de se commander lui-même doit commander les autres. Et là, nous avions vu l'exception française, comment le régime royal s'est constitué. Nous avions à droite l'ensemble des principes qui étaient ceux de la royauté, et qui le seront très bientôt quand la royauté reviendra. À gauche, vous avez les principes qui vont être actionnés par les Lumières pour s'opposer à ce régime. Et alors là, je vous invite à voir que droite et gauche vont proposer une autre interprétation que l'opposition qui est ici mise en valeur. C'est-à-dire qu'ils vont vous faire croire que ce n'est pas le combat des vertueux contre les corrompus. Ça, c'est le combat de base. C'est le vrai combat. Ils vont vous faire croire que le combat qui se joue, c'est l'inspiration jacobine contre l'inspiration royaliste, que c'est le progressisme contre les conservateurs, et puis plus tard après, en faisant une déviance marxiste, que c'est le côté des employés contre les employeurs. Mais ça n'a rien à voir avec le vrai combat politique. Tout ça, c'est de l'idéologie. C'est pour vous égarer. Celui qui se concentre aujourd'hui dans une interprétation de l'actualité politique, dans une approche marxiste, il perd de vue le vrai combat. Et c'est fait pour. C'est-à-dire que celui qui tombe là-dedans est piégé, et son édification ne lui permettant pas de voir la vérité du combat, eh ben, il se retrouvera toujours perdant dans ce combat. Alors ensuite, qu'on soit de droite ou de gauche, dès qu'on rentre en politique, eh bien, pour avoir le droit d'être inscrit sur les listes d'éligibles, il faut remplir certains critères. D'accord? Ces critères, il va aussi ensuite falloir les défendre. Lesquels sont-ils? Eh bien, premier point, les Lumières, néoplatoniciennes, comme chacun peut être Dieu, il ne faut pas qu'on ait un Dieu qui nous dirige. Écrasons l'infâme, voilà. Bon. En tout cas, une fois le christianisme exclu, on peut être Dieu. Donc c'est bon,
Rousseau, avec son nouvel homme, son homme nouveau là, qui va pouvoir refaire la société, va pouvoir apparaître. Deuxième point, exclure la philosophie réaliste. Et oui, parce que s'il y a bien une tromperie, c'est celle à l'issue de laquelle les gens ne sont plus capables de discerner leurs conditions d'esclaves. Donc si vous retirez le réalisme philosophique dans le discernement des personnes qui vont avoir à juger les situations politiques, eh bien vous leur retirez les outils qui vont leur permettre finalement de critiquer leur situation politique. Donc ils pourront dire « je suis content, je suis pas content, c'est pas agréable, c'est agréable ». Mais au regard de la vertu, au regard des régimes politiques, au regard de tout ce qui est nécessaire d'avoir pour pouvoir prendre la mesure des choses, il en sera démuni. C'est un peu comme tout à l'heure cette définition sur la liberté. Celui qui pense que la liberté c'est de faire ce qu'on veut, il est perdu. Et bien là c'est pareil. Troisième point, amortir les initiatives illibérales. Alors qu'est-ce que l'illibéralité? C'est tout ce qui est contraire à la libéralité. La libéralité, c'est être ni dans l'excès, ni dans le défaut, dans la gestion des richesses, tant dans les recettes que dans les dépenses. D'accord? Ça, c'est la libéralité. Être illibéral, ben, c'est donc faire des excès. C'est donc faire des dépenses inutiles. Et c'est exactement ce que font nos mairies, nos régions, qui sont endettées à n'en plus pouvoir. Et puis elles vont nous demander après, ah bah au fait, c'est à vous de payer la note. Hein? Et puis le représentant, il va dire, mais au fait, moi par la Constitution, je suis responsable de rien. C'est votre problème. Moi, je touche ma retraite, j'ai ma maison que j'ai achetée par crédit grâce aux caisses des hommes publics, parce qu'il faut savoir qu'ils n'ont pas les mêmes taux que vous. Hein. Ils ont pas les mêmes assurances, pas les mêmes taux, pas les mêmes retraites, tout est spécifique. Non seulement ils ne sont pas responsables de leurs actes, mais en plus, on leur donne tout pour qu'ils s'accoulent douce des bêtises qu'ils ont faites. Hein. Tout ça pourquoi? Ben pour préserver les intérêts du capital, évidemment. Quand on ne préserve pas les intérêts de la vertu ou de Dieu, qui est cause de la vertu, qui est l'exemple de la vertu, c'est le guide, notre Christ. Sinon, nous ne serions pas ses brebis. Vous êtes d'accord? Eh bien, lorsqu'on n'a pas cette priorité-là, on commence à avoir d'autres priorités beaucoup plus matérielles, c'est-à-dire l'agréable. Donc, on en revient à la pensée de Platon sur les banquiers, etc. Ensuite, il y a préserver l'illusion démocratique. Vous avez le droit d'être un parti si vous êtes républicain. Parce que si vous êtes royaliste, vous n'avez pas le droit d'exister. Il faut le savoir. Ensuite, transférer les pouvoirs à l'international. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait petit à petit. C'est-à-dire que pour s'assurer qu'un État soit corrompu, il faut lui retirer la prérogative d'État. Voilà. La prérogative d'État la plus grande, c'est la sécurité, le trésor, le pouvoir de battre monnaie notamment, le pouvoir de garder ses frontières, de pouvoir avoir une autonomie politique, et notamment de rédiger ses propres lois. Donc c'est pour ça que la rédaction de nos lois aujourd'hui sont à Bruxelles, que notre banque centrale est européenne en Allemagne, et que la Cour de justice la plus haute, la CJCE, elle emporte par ses décisions les décisions françaises. Donc en gros, sommes-nous encore un État? Non, on n'est plus. Juridiquement, on n'en est plus un. Voilà. Sommes-nous encore un État en réalité? Oui, parce que c'est la nation qui définit l'État et qu'il suffit, par notre libre arbitre, que nous reprenions les rênes de notre pays pour pouvoir redevenir pleinement en acte, conformé à notre essence, l'État français. Ensuite, il y a prioriser les minorités sur l'intérêt général. En dernier, il y a la préservation du système des partis. Et cette préservation va être d'autant plus intéressante que finalement ces partis ne sont que des façades apparentes. Elles n'ont en soi aucun pouvoir. Les partis politiques, ce n'est pas eux qui vont écrire vos lois. Vous n'allez pas pouvoir infléchir la politique du parti. Pourquoi? Parce que ce ne sont que des pis-aller. Je vous rappelle que les lois sont écrites à l'étranger. Je vous rappelle que les décisions de nos présidents sont en alignement avec ce que les autorités européennes ont décidé de faire. Nous, Français, on nous demande de voter pour qui va obéir à d'autres. Voilà. Alors à la fin, bah, qu'est-ce qui reste? Les antifascistes, soi-disant. À l'autre extrême, les fascistes. Et puis entre les deux, les socialistes, les républicains, mais bon, c'est kiff-kiff. Hein. Voilà. C'est kiff-kiff, le mot est bon. Parce que finalement, ils veulent que la France devienne le Frankistan, donc on peut dire kiff-kiff.
Et donc tout cet ensemble forme un front platonicien idéaliste, complètement déconnecté de la réalité, évidemment privé de la pensée droite. Et puis ils vont mettre en scène ceux qui sont soi-disant pour la droite, ceux qui sont soi-disant pour la gauche, en disant que les uns sont modernistes, que les autres sont réactionnaires, mais au final, ils sont tous du même bord. C'est le même front platonicien. Voilà. Ce fameux front qui veut, quel que soit l'élu, qu'on se mette d'accord pour se partager les bancs. Et du coup, il y a deux modèles de société. Donc vous reconnaissez à gauche ce petit triangle, liberté, égalité, fraternité, le reste sur la commode, qui va donc générer une politique des classes. Elle va mettre en scène les tyrans libres. Alors là, j'aimerais citer un petit peu Platon, qui nous dit dans La République qu'il veut mettre en place un tyran jeune, qui est de la pénétration, etc. Et donc, si vous reprenez cette définition du jeune tyran qui sort de la République, comme de la commode, et qui est très sympathique, à qui ça vous fait penser? Ensuite, il y a cette fameuse liberté dont on parlait tout à l'heure. Plus on se rapproche du haut de la société, plus la liberté est grande. Mais finalement, pour ceux qui sont en bas, la liberté, il n'y en a plus. En tout cas, c'est celle que ceux qui sont en haut veulent bien leur laisser. Et pour mettre ça en place, Aristote nous dit que c'est par les lois que le tyran impose sa doctrine. Voilà. Il faut comprendre, ça vous pouvez le noter, que toute tyrannie a un outil privilégié, c'est la loi. Voilà. Ensuite, nous avons comme conséquence le légalisme qui arrive en force, et le légalisme va tout verrouiller. Alors il y a 10 verrous décrits par Aristote, Pline le Jeune et Tacite qui permettent de vraiment fermer une société pour que les sujets n'aient plus aucune capacité d'action. Je ne vais pas les détailler aujourd'hui, ça sera l'occasion, je pense, d'une autre conférence, mais juste que vous reteniez que c'est des choses qui sont pensées, mises en place et articulées volontairement par ceux qui nous gouvernent. D'accord ? Ensuite, si on reprend ce que la pensée droite propose en réponse aux idéalismes, nous avons quoi? Nous avons la politeia qui a vocation à être édifiée. À être édifiée dans quoi? Dans la vérité. Il n'y a pas d'édification si on s'éloigne de la vérité. D'accord? Et à partir de cette vérité, vous serez dans les choses vraisemblables, vous accéderez au choix le meilleur. Le choix le meilleur qui est toujours le choix que nous devons choisir. C'est le 27e lieu de l'antimème dans la rhétorique royale d'Aristote. Bien souvent, ceux qui nous gouvernent l'oublient. Les deux élans de part et d'autre du chevron, voilà, vous avez la raison, c'est la philosophie, et de l'autre côté, la révélation. Les deux tendent au même point final, qui est d'atteindre la vérité et de se comporter en homme de droiture. Donc il faut articuler ces deux choses. La raison correctement édifiée d'une part, la révélation qui va être comprise de bonne foi. Et puis pour passer d'un régime à l'autre, vous voyez, il y a finalement une action. Lorsqu'on est dans un régime royaliste, que nos bourgeois ont fait leur révolution, ce n'est pas toute la roture, hein, c'est juste une petite partie, en particulier la noblesse de Rhodes, donc cette noblesse qui n'est pas édifiée, qui ne faisait que rendre des décisions de justice selon les lois, elle s'est rebellée contre la noblesse d'épée. Et elle a mis en place, en quelque sorte, une noblesse de robe qui a pris les rênes du pouvoir. Voilà. C'est ça la révolution. Et elle a mis en place ce légalisme, exactement. Et à l'inverse, lorsque on est en situation de tyrannie et que l'on veut récupérer un État réel, un État qui fasse le boulot, qui nous permette de tendre vers le bonheur, à ce moment-là, c'est l'action réaliste. Et comme dit Montaigne, les matières sont liées entre elles. Donc dès que vous avez une instruction éthique et logique, vous avez de bonnes dispositions pour découvrir les autres disciplines, notamment la rhétorique, la politique, la physique, la métaphysique, etc. Cela va avoir des conséquences. Vous êtes instruit de la vertu, vous allez pouvoir vous reconnaître entre personnes instruites de la vertu et développer une forme d'amitié qui sera supérieure à l'amitié apparente. Mais à la fin, on n'est pas plus édifié non plus. L'amitié vertueuse, c'est celle où on reconnaît l'autre comme vertueux, on s'édifie, on devient meilleur. Et si vous devenez meilleur, vous allez ensemble vous réunir, d'abord pour procéder à une édification réciproque de vous et de votre entourage, ensuite pour accéder à la douceur de caractère par l'habitude. Alors comme je vous l'ai dit, la passion, on ne s'en sert pas pour penser droit, mais si vous l'orientez dans le sens de la vertu, vous avez tout gagné.
Et enfin, l'action politique. Qui va passer à l'action politique ici? Ben, j'espère tous, parce que tous vous aurez compris que la pensée droite a justement pour but de produire l'action. Et puis à la fin, ces choses articulées vont vous élever tous en politeia. Et la condition pour accéder à la politeia, c'est de développer les plus hautes formes de l'amitié. Sensibiliser les personnes à la pensée droite, c'est faire sortir l'humanité de sa condition d'esclave naturelle. Comme nous dit Aristote, il ne nous faut pas tomber dans l'oisiveté des disciples de Socrate. D'accord? Donc évidemment, il vise Platon en disant ça. C'est évident. Donc vous allez pouvoir vous extraire de cet esclavage naturel, car nécessairement, ou on agit ou l'on n'agit pas, et c'est en sachant ou en ne sachant pas. Et il dira, il y a la même différence entre les savants et les ignorants qu'entre les vivants et les morts. Ça fait mal. Alors, si vous l'avez, vous saurez identifier ceux et celles qui l'appliquent afin de ne pas soutenir le mauvais prétendant, car que l'on soit légitimiste, providentialiste, le consensus impose que le roi de France, lui, soit instruit de la pensée droite. Alors j'aimerais, pour clôturer, vous faire une petite citation que les gens qui sont instruits de la pensée droite font aux autres, pour qu'ils ne se découragent pas, mais surtout qu'ils n'y aillent pas comme s'ils partaient en vacances. En effet, si les gens de mer au retour d'un voyage au long cours ont cette bonté pour ceux qui embarquent de les avertir de la tempête, des pirates et des écueils qui ont à craindre, par la seule inclination que nous avons à secourir ceux qui courent même fortune que nous. Moi, messieurs, qui après avoir été tant de fois battu de la tempête, me vois enfin sur le point de surgir heureusement au port. Quel sentiment dois-je avoir pour un homme qui va s'exposer à tant de dangers, courant une mer aussi orageuse que l'est aujourd'hui notre République? On est dans l'air du temps. Le but étant posé, il convient d'en connaître le moyen. Et c'est ce que fournit la pensée droite. Je vous invite à la découvrir. Je vous remercie. C'était exactement ce que je voulais. Oui. Fermer les billes à l'intérieur au bon endroit. Mais ça m'intéresse énormément. Je vous félicite parce que c'est une communication remarquable. Oui. Ah oui, oui. Merci. Et puis, au Laker, bravo pour la pensée droite. Bah là, ça me parle. Bah là, je préfère. Bah là, ça me donne des éléments de compréhension. La cyclopédie, alors c'est la cyclopédia, c'est de rassemblement de savoir qu'on va mettre de façon circulaire. Aristote a monté la première dans son lycée. Le principe c'est simple, il faut que depuis le centre, l'ensemble des connaissances du savoir soit accessible à l'élève. Donc cette structure cyclo du savoir, on va la retrouver ensuite dans les Alexandries que va bâtir Alexandre lorsqu'il va étendre son royaume, et il y aura bien sûr la plus grande Alexandrie qui sera faite en Égypte, qui va d'abord être incendiée par les sophistes, et une deuxième fois qui sera incendiée par les invasions musulmanes. Et le but, c'est évidemment de priver les hommes du véritable savoir. La pensée droite a prévu toutes ces choses. Voilà. Alors, nous avons cette petite unité humaine qui va se rassembler parce qu'ils vont se reconnaître par la vertu, qui vont devenir ensuite les chevaliers, et qu'Aristote appelle les Aristoi. Voilà. Aristoi signifie les meilleurs en grec. Et donc ils ne s'apprécient pas parce qu'ils sont sympathiques, ils ne s'apprécient pas parce qu'ils vont ensemble à des sports, aux Jeux Olympiques par exemple, ou de nos jours on pourrait dire suivre un match de foot. Ils s'apprécient parce qu'ils ont en commun de vouloir s'édifier mutuellement, et après s'être édifiés, ils veulent communiquer ça aux autres. Parce que l'homme politique sait que la vertu est quelque chose qui doit se communiquer pour notre propre capacité à accéder au bonheur. Voilà. Et Aristote précise, l'homme vertueux qu'il est réellement n'est pas seulement vertueux avec lui-même, il l'est aussi avec les autres, parce qu'il est plus difficile de l'être avec les autres.